Bonjour et bienvenue sur ce nouveau quiz réalisé avec Cuisinière, l'outil de quiz en ligne du réseau Canopé. Aujourd'hui, nous allons aborder la procédure pénale et dans un premier temps, la phase d'instruction, c'est-à-dire la phase préparatoire au procès. Vous aviez tout d'abord une vidéo qui était proposée par un avocat pénaliste qui abordait la mise en examen et la présomption d'innocence. Et il a développé très clairement les différentes responsabilités qui appartiennent d'un côté au procureur de la République et de l'autre côté au juge d'instruction. Ces deux juges permettent justement toute l'instruction préparatoire à une éventuelle mise en examen du prévenu. Dans cette vidéo, la première question qui était posée, on vous disait, durant la phase de l'instruction, plusieurs réponses, on vous dit, l'avocat a accès au dossier de son client. Donc, pendant la phase d'instruction, l'avocat a bien mis en évidence que les avocats n'ont absolument pas accès au dossier des clients tant que le client n'est pas mis en examen. Ce qui est différent d'ailleurs du système américain, où les avocats ont tout de suite accès, dès le début de l'instruction, au dossier complet, et c'est pour ça que souvent les équipes d'avocats états-uniennes ont leurs propres enquêteurs, mènent leur propre enquête en fait en parallèle. Donc, pendant la phase de l'instruction, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de procès, l'avocat n'a pas accès au procès, le procureur de la République est saisi en premier lieu pour déclencher une enquête préliminaire, c'est le cas, c'est-à-dire que dès que la plainte est déposée, c'est lui qui juge justement le déclenchement d'une première poursuite ou pas. Ensuite, seul le juge d'instruction décide de poursuivre un prévenu devant la juridiction concernée. Eh ben non, parce que immédiatement, le procureur de la République a également cette possibilité. Le juge d'instruction est de rechercher des nouveaux éléments à charge pour le prévenu, et là encore, ce n'est pas une bonne réponse, parce que l'intérêt, justement, c'est que le procureur général, lui, cherche des éléments à charge pour voir si il faut donner une poursuite. Par contre, dès que la poursuite est décidée, le juge d'instruction élargit un peu l'enquête et est là pour rechercher à la fois des éléments à charge et bien sûr à décharge. On peut dire c'est presque le juge d'instruction est presque le premier avocat du prévenu. Par contre, les deux ont le pouvoir, c'est-à-dire le juge d'instruction et le procureur de la République peuvent très bien rendre une ordonnance de non-lieu ou envoyer vers un tribunal compétent, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'éléments en charge, on abandonne la poursuite, et par contre, en fonction des éléments à charge, on choisit le type de tribunal compétent concerné. Ensuite, une question qui est intéressante, c'est que l'avocat dit tout démarre avec le code pénal. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement au civil, on n'a pas de jurisprudence. C'est-à-dire qu'il faut forcément que le délit soit inscrit dans le code pénal pour qu'on puisse enclencher des poursuites. C'est pour ça que le code pénal se renouvelle assez souvent en fonction des avancées sociétales. Donc, vous voyez bien que l'adage latin, nullum crimen nulla poena sine lege, ça veut dire qu'en fait, il n'y peut pas y avoir de crime, de sanction sans loi. Donc voilà, nous avons la traduction française suppose qu'il n'y a pas d'infraction ou de texte. Et par contre, on voit bien que même si un fait n'existe pas dans le code pénal, le procureur, s'il ne peut pas s'appuyer sur un article, ça veut dire qu'il ne peut pas lancer une procédure. La question 3 était concernait une association d'étiquettes de texte. Alors on vous dit que une infraction, quand on parle d'infraction, tout de suite on a en tête les contraventions. Donc les infractions, elles, relèvent du tribunal de police. Le délit relève, lui, du tribunal correctionnel. Un crime relève de la cour d'assises. Être mis en examen permet d'avoir accès au dossier à charge, nous l'avons expliqué un peu plus haut, et le procureur de la République, lui, cherche dans un premier temps les éléments à charge, alors que le juge d'instruction, vous l'avez compris, à la fois, et permet de rechercher des éléments à charge et à décharge. Nous avons ensuite une partie application. La partie application concernait, en fait, la contrefaçon. Vous savez que les contrefacteurs peuvent à la fois être poursuivis au niveau civil, au niveau pénal. Donc, la plupart du temps, les victimes préfèrent poursuivre en pénal, en civil, pardon. Par contre, en pénal, il faut avoir des circonstances plus aggravantes, du style contrefaçon massive, avec réseau, mais dès que l'on produit, qu'on le commande, que l'on fait faire à l'étranger, que l'on produit, et qu'on a le recours justement à l'importation douanière, ça devient également un délit.
Et c'est le cas des magasins Filou qui profitent justement d'un grand tournoi pour faire fabriquer des tenues All Blacks qui, vous savez, normalement sont sous licence Adidas. Il les a fait fabriquer, 300 exemplaires en Chine. Donc, quel peut être le premier chef d'inculpation décidé par le procureur de la République si le service de douane découvrait ces produits, bien sûr? C'est le chef d'inculpation, ça serait donc le délit en contrefaçon. Et ce délit en contrefaçon est passible de poursuite donc pénale d'après le code pénal. Question 5, on vous donnait la possibilité d'enregistrer aussi bien en fichier audio que en fichier en écriture. On vous demande de dégager les éléments permettant une poursuite en pénal du commerçant. Donc vous savez, il faut connaître la méthodologie, vous la connaissez. Une poursuite pénale peut être engagée si on a à la fois un élément moral, matériel et légal. Donc l'élément moral, il faut vraiment que l'individu ait conscience de ce qu'il fait. Donc là, dans notre cas pour l'entreprise Filou, c'est bien sûr conscience dans la mesure où les magasins Filou ont fait fabriquer, donc on donnait l'ordre de faire. Donc un élément matériel, nous avons la saisie de ce matériel, de ces produits saisis en douane. Et enfin, dernière chose, bien sûr, l'élément légal, cette contrefaçon est passible de poursuite parce qu'il est inscrit donc au CP. Ensuite, dernière partie, c'était la partie analyse, et j'avais trouvé d'ailleurs, ah oui, je voulais juste revenir sur la poursuite, on dit en pénal, si on désirait poursuivre en civil certains contrefacteurs, donc pour un niveau de contrefaçon moindre, vous savez que donc on relève tribunal civil, ça relève du tribunal de grande instance, et tous les tribunaux de grande instance ne sont pas habilités. Il y en a une dizaine en France, et également, puisque nous sommes, en Martinique, également, il en existe un à Fort-de-France. Donc, ils ont l'habitude d'avoir les niveaux de contrefaçon et les niveaux d'indemnité au regard des produits contrefaits. Dernière partie, c'était la partie analyse, où on avait un arrêt de 2011 et poursuite pénale en Martinique également. Ça s'est passé dans la région de Ducos, pour ceux qui connaissent cette magnifique île des Antilles. Et vous voyez que le problème s'est posé entre les TEM, les travaux électriques martiniquais, et EDF. EDF fait souvent appel à des sous-traitants privés pour procéder à certains travaux. Et là, dans ce cas-là, c'était le remplacement d'isolateurs et de parafoudres. Et donc EDF a fait appel à TEM, les travaux électriques martiniquais, et il se trouve que il y avait du côté EDF, il y avait 2 personnes qui étaient chargées de la sécurité, donc qui étaient en charge de vérifier que toutes les conditions de sécurité étaient remplies. Et malgré tout, il s'est passé un problème. L'employé des TEM qui est monté sur un poteau électrique pour remplacer un isolateur a heurté sa longe, c'est-à-dire une grande perche, a heurté une ligne à haute tension, et il a fait une chute, vous voyez, de 8,40 m, et bien sûr est décédé. Alors, le problème qui se pose, c'est bien sûr la responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'en fait, ici, dans tous les cas, vous connaissez la responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire que le fait d'autrui, ça veut dire que nous, parents, en tant qu'enfants, ou le directeur d'une société par rapport à son personnel, est responsable, bien sûr, des faits et gestes de ses employés dans la mesure où ça se passe pendant son temps de travail, et sous les ordres du directeur, et sans initiative personnelle qui aurait provoqué le problème. Ce qui est le cas ici. Et donc, je vous laisse analyser cet arrêt. Vous avez bien sûr ici les faits. Vous avez bien sûr ici, en 2 parties, vous avez les arguments de la Cour d'appel. Et vous voyez que la Cour d'appel a statué en disant que EDF était déchargé de responsabilité dans la mesure où il aurait fait une délégation de pouvoir, ou plutôt, même s'il n'a pas fait une délégation de pouvoir, on peut dire que les attributions de monsieur X et Y, dans la mesure où ils sont
Leur profession d'EDF, c'est d'être chargé du contrôle sécurité, ça veut dire que la Cour d'appel a considéré qu'il y avait une délégation de pouvoir d'EDF sur ces pseudo-employés, et donc, bien sûr, ils ont été, enfin, bien sûr, en tous les cas, la Cour d'appel a motivé leur, leur infraction, pardon, comme homicide involontaire. Mais maintenant, regardez ce que dit la Cour de cassation. La Cour de cassation n'a pas dit qu'il n'était pas, bien sûr, elle a statué plutôt sur le fait de est-ce que EDF était complètement déchargé ou pas de responsabilité. C'est-à-dire que la Cour d'appel a dit que il n'y avait pas eu de délégation de pouvoir, mais la fonction fait que les deux personnes qui étaient chargées de la sécurité avaient cette mission, donc ils étaient responsables. Et par contre, vous savez que la haute cour s'attache à appliquer le droit, rien que le droit, et a bien dit que, dans la mesure où il n'y avait pas de délégation de pouvoir formalisée, en aucun cas, EDF pouvait être déchargé de responsabilité. Ça veut dire que, on a dit, ici, que la EDF ne pouvait pas se décharger de responsabilité sur ces deux agents. Donc voilà. Les motifs de la décision de la Cour d'appel, on les a dit. Vous vous rappelez que le premier paragraphe sont toujours dans la mesure où on a un arrêt qui casse et annule. Le premier paragraphe, ici, concerne toujours les faits. Le dernier paragraphe concerne la décision de la Cour de cassation, ici, mais attendu. Et vous savez que le paragraphe, ou parfois les paragraphes du milieu, font référence à la décision motivée de la Cour d'appel. Donc, la première question, c'était de dire ici quels ont été les motifs de la décision de la Cour d'appel. Je le répète tout doucement. C'est que même en l'absence de délégation de pouvoir, les deux personnes chargées de la sécurité de l'agent qui était monté sur un pylône, on suppose que ces deux personnes chargées de la sécurité avaient engagé leur responsabilité. Et ensuite, pour quel motif la haute juridiction n'a pas suivi la décision des juges de fond? Eh ben, la haute cour a dit que de toute façon, la délégation de pouvoir, ce n'est pas une appréciation, c'est une formalisation. Ça veut dire que tant que la délégation de pouvoir n'a pas été ouvertement désignée, l'entreprise mère garde entièrement sa phase de responsabilité. Et donc, dans ces cas-là, on suppose, c'est pas écrit dans l'arrêt, mais on suppose que les deux personnes chargées de la sécurité, elles ont agi dans le cadre de leur fonction, sous ordre de leur employeur, sans délégation de pouvoir. Ça veut dire que l'infraction pénale n'est pas caractérisée pour eux. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous à un prochain quiz.